خاوتي وتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير هزوا الفنان والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons commencer l'année 2026 par une affaire, par les rebondissements incroyables d'une affaire qui était pour moi, et selon, d'ailleurs pas pour moi, hein, c'est pas un avis personnel, selon nos investigations, elle était l'un des scandales, les plus gros scandales de l'année 2025 et de l'année 2024. C'est une affaire dont nous parlons depuis 2024, depuis exactement décembre 2024. Et nous, on ne cesse de parler, nous sommes le seul média en Algérie à parler de cette affaire, qui est l'une des affaires de cambriolage les plus mystérieuses, ténébreuses, mais surtout les plus politiques, puisque en réalité, derrière cette affaire de cambriolage, il y a un scandale politique. C'est l'affaire du disque dur. Décembre 2024, janvier 2025, juillet 2025, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur nos différents supports, vous allez retrouver plusieurs émissions qui parlent de cette affaire. Et vous êtes d'ailleurs très nombreux et nombreux à la suivre. Et à chaque fois, vous nous relancez et vous nous envoyez des messages, des questions. Abdou, alors, où est-ce qu'on en est avec cette affaire du disque dur? Où est-ce qu'elle en est à la justice algérienne? Aujourd'hui, nous allons vous faire des révélations encore plus accablantes, surprenantes, je dirais même bouleversantes et choquantes, parce qu'elles révèlent le degré d'amateurisme consternant de la justice algérienne. La justice algérienne, les juges algériens, non seulement ils sont incapables, ils ne sont pas indépendants et ils ne sont pas honnêtes, mais ils sont même incapables de gérer la moindre des affaires criminelles ordinaires. Une affaire de cambriolage est censée être une affaire ordinaire. Les dessous ou les tenants et aboutissants, les dimensions politiques de cette affaire ont fait de ce scandale un scandale extraordinaire. Mais c'est une affaire de cambriolage. Rappelons les faits brièvement. Qu'est-ce que c'est que l'affaire du disque dur? Comme elle est très complexe et alambiquée, il faut toujours rappeler les faits. L'affaire du disque dur, c'est un disque dur qui a été remis au service secret algérien entre le mois d'avril et de mars 2013. Une année avec le quatrième mandat de Bouteflika. Il y avait un lanceur d'alerte, un Algérien exilé à l'étranger, pour des raisons politiques et pour des raisons de persécution politique, qui était un lanceur d'alerte qui a accédé à des informations sensibles contenues dans un disque dur. Ce disque dur contenait un répertoire de documents et une base de données d'informations précises sur les fortunes de dirigeants algériens établis à l'étranger et sur des relations et des dossiers dévoilant des relations controversées de certains dirigeants du régime algérien avec des lobbies étrangers, donc des services secrets étrangers, ou avec des lobbies politiques et des lobbies économiques étrangers, on va dire, qui ont des positions ou qui militent ouvertement contre les intérêts de l'Algérie. Ce disque dur a été remis à celui qui est devenu par la suite le lieutenant-colonel Tarek Amirat, qui était commandant Tarek Amirat, qui était l'ancien chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome et l'ancien chef de bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie à Paris, de 2016 à 2019, et qui était l'un des officiers les plus importants de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, les services secrets algériens, le service de renseignement extérieur. Tarek Amirat devait récupérer, a promis à ce lanceur d'alerte que ce disque dur va être remis au général Taufir pour que le DLS à l'époque enclenche une enquête sérieuse sur les soupçons potentiels de corruption, de détournement de l'argent, de transfert illicite, de constitution de fortune illicite à l'étranger et de haute trahison, puisqu'il s'agit de dirigeants algériens qui auraient entretenu des relations sulfureuses et controversées et douteuses avec des appareils politiques et des appareils ou des lobbies étrangers, ou des appareils politiques et affairistes étrangers. Tarek Amirat ne l'a jamais remis au général Taufir, puisqu'il s'est rapproché de Saïd Bouteflika, étant donné que sa famille, lui, il est le fils de Slimane Amirat, le défunt Slimane Amirat, qui était le compagnon de Mohamed Boudiaf, qui est l'un des personnages de la guerre de libération nationale, et la famille de Tarek Amirat, notamment sa maman, était très proche des Bouteflika et très proche de tous les décideurs algériens. Tarek Amirat a profité de son nom de famille, de la notoriété de son père, de son défunt père, et de la notoriété, de la proximité, des relations amicales que tissait sa mère avec l'ensemble des dirigeants algériens pour se rapprocher, pour s'introduire auprès de Saïd Bouteflika et pour lui dire, pour l'informer et pour l'avertir qu'un complot se tramait contre lui, puisque ce disque dur contenait ou contiendrait des informations, des dossiers
compromettant et accablant contre le régime Bouteflika et notamment la famille Bouteflika. Le disque dur disparaît, il n'a jamais été remis au service secret. La DDSE, le service de l'enseignement extérieur, ont perdu toute trace. Il n'y a que Tarek Amirat qui a su ou qui sait ce que ce disque dur était devenu. Tarek Amirat, il a fait de la prison entre 2019 et 2020. À l'époque de Gaïs Salah, il a été relâché en 2020, 2021, il a été réhabilité. De 2021 à 2022, il est devenu un cadre dirigeant influent de la DDSE, service secret algérien, avant d'être emprisonné au mois d'août 2022 dans une autre affaire, c'est l'affaire des réseaux des officiers comploteurs. C'est un groupe d'officiers de la sécurité militaire et de la sécurité extérieure qui avaient été arrêtés avec le colonel Omar Ourzmirli, le frère du général Sidi Ali Ourzmirli, l'ex-patron de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, de 2020 à 2022 jusqu'à pratiquement 2023. Oui, c'est d'aller aux amis jusqu'à 2023. Et là, ils ont été emprisonnés parce qu'ils falsifiaient des informations et des rapports. Ils désinformaient, ils manipulaient la sécurité militaire et la sécurité extérieure en leur fournissant des informations fausses, manipulées et falsifiées contre l'entourage de Abdelmajid Tebboune et un certain nombre de décideurs de l'institution militaire. Tarek Amirat a été jugé dans cette affaire-là. Mais pour l'affaire du disque dur, comme on l'a rappelé dans nos précédentes éditions, il n'a jamais été jugé. Le dossier qui a été traité par le tribunal militaire de Blida a été clos. En parallèle, ça c'est l'affaire du disque dur. En parallèle de cette affaire, il se trouve que ce lanceur d'alerte qui avait remis ce disque dur en 2013 au service secret algérien, il a pu revenir en Algérie en 2022. Il a bénéficié d'une réhabilitation. Le régime Tebboune lui a permis d'être réhabilité, de la réhabiliter ses droits civiques et ses droits et ses libertés publiques et individuelles. Alors, voilà, il a retrouvé ses droits civiques et il a été réintégré, réhabilité par la justice algérienne. Il a pu revenir en Algérie, donc il vit entre l'Algérie et la France. Sauf que il découvre que dans son domicile familial, dans son domicile personnel à Souk-Haras, parce que ce lanceur d'alerte vivait, lui et sa famille, à Souk-Haras, avant de s'exiler en France à l'étranger, il avait laissé un coffre-fort sophistiqué, dans lequel il y avait des documents qui étaient extraits du disque dur, des exemplaires de documents extraits du disque dur. Et il y avait un trésor familial, de l'or, un nombre de bijoux, une quantité de bijoux et d'or qui était évalué dont la valeur dépasse l'équivalent de 300 000 euros. C'est un petit trésor quand même. Et c'est un trésor familial puisque la femme de ce lanceur d'alerte a hérité de cet or familial depuis sa grand-mère et depuis ses arrière-grands-parents. C'est des bijoux, des pierres précieuses, des parures, qui ont non seulement une valeur sentimentale puissante, parce qu'il y a une charge émotionnelle, c'est des bijoux hérités, des bijoux familiaux, mais aussi qui ont une valeur financière importante. Il y a plus de 300 000 euros. À 300 000 euros, tu achètes une maison en France. Ce trésor, ces bijoux, étaient cachés dans le coffre-fort qui abritait des exemplaires ou des copies de certains documents extraits du disque dur. Comme par hasard, et par enchantement et sans aucune explication, le coffre-fort avait été cambriolé. Or, pour cambrioler un coffre-fort, il faut être des cambrioleurs très expérimentés. Surtout, un coffre-fort aussi sophistiqué qui avait été laissé en place à Souk-Haras par la famille de ce lanceur d'alerte. Une plainte a été déposée vers la fin de l'année 2022 et le tribunal de Souk-Haras, qui a été saisi de cette affaire, n'a jamais enquêté sérieusement. Là, il y a eu un premier verdict qui a été bâclé. Un appel a été introduit par la famille de ce lanceur d'alerte qui ont été lésés, donc qui ont été cambriolés. Et l'affaire s'est retrouvée au niveau de la cour de justice de Souk-Haras, entre les mains d'un juge qui s'appelle Maghnous Abdelwahab. Monsieur Maghnous Abdelwahab, dont nous avons déjà parlé à maintes reprises dans nos émissions, dans nos révélations, où nous avons expliqué qu'au niveau de la cour de justice de Souk-Haras, il n'y a aucune enquête qui a été menée sérieusement. D'un preuve, Adam Maghnous Abdelwahab, qu'est-ce qu'il fait? Depuis qu'il a pris le dossier en main, depuis le début de l'année 2025, une année, il ne fait que nommer des experts, qui sont des experts comptables, qui ne connaissent rien au monde de la bijouterie. Il demande uniquement aux victimes, à la famille victime du cambriolage, de fournir des factures qui démontrent que vraiment ils possédaient de l'or ou des preuves que cet or leur appartenait réellement. Il demande à des experts comptables, 2 ou 3 experts par an, d'évaluer la valeur de l'or qui a été volé. Il fait que cela. Je ferai un calcul d'épicier
Normalement, une affaire de cambriolage, on fait appel à la police scientifique, on essaie d'auditionner des témoins, de voir le voisinage, d'identifier des suspects, d'enquêter sérieusement. Dans les pays qui se respectent, les juges enquêtent. En Algérie, comme la justice n'a pas ni pouvoir, ni indépendance, ni compétence, les juges, ils comptent. C'est des épiciers, ils font des comptes. Ah, de la parure. Ah, combien. Pendant une année, ils ne faisaient que calculer ou déterminer la valeur de ce qui a été volé. Donc, au lieu de chercher le voleur, on cherche à savoir on cherche encore à déterminer la valeur de ce qui a été volé. En réalité, nous avons découvert au cours de nos investigations qu'en parallèle, que la justice algérienne était en train d'enquêter, d'autres services de sécurité compétents menaient leur enquête en parallèle. Et que cette affaire de disque dur, Magnous Abdeloueb et les juges de Sokaras n'ont jamais voulu enquêter. Pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y avait des juges qui étaient impliqués dans le vol. Dans la résidence où il y avait eu le cambriolage, habitaient aussi des juges qui étaient les voisins de ce lanceur d'alerte. Et que cet or, quand il avait été disparu, il a été retrouvé, une partie de cet or, enfin de ce trésor familial, a été retrouvé lors d'une portée il a été retrouvé porté par une juge lors d'une fête, lors d'une cérémonie de mariage organisée à Sokaras. Donc il y a une juge où elle a volé cet or, où elle l'a racheté auprès d'une personne qui l'a volé. Comme il y a des juges qui sont impliqués, le tribunal de Sokaras n'a pas voulu faire l'enquête. Et comme c'est une affaire très politique, c'est lié, cet or se trouvait dans un coffre-fort lié au fameux disque dur, tous les juges, ils ont peur. Ils disent, ah, c'est une affaire d'État, les services secrets, Saïd Bouteflika, DRS, Tariq Amirat, Khatin, Hnaya. Aucun juge ne veut se mouiller. Les juges ont peur des poules mouillées qui ne veulent pas se mouiller. Bon. Nous, on a avancé dans nos enquêtes, dans nos investigations. C'est une affaire très ténébreuse. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que entre 2013 et 2014, effectivement, il y avait un colonel qui s'appelle le colonel Rejmi, ou le colonel Rejimi, pour être beaucoup plus précis, le colonel Rejimi. Un personnage totalement sombre, dont nous n'avons pas encore pu identifier le parcours précis. Ce colonel Rejimi, où il a travaillé pour la DDSE, renseignement extérieur, où il a travaillé pour le renseignement militaire. En tout cas, il avait le grade de colonel, on a pu le confirmer. Ce colonel Rejimi, c'est lui qui a pénétré dans la maison du lanceur d'alerte, propriétaire du disque dur qui a été remis à Tariq Amirat, et c'est lui qui aurait déverrouillé le coffre-fort avec une équipe de personnes spécialisées. Pourquoi? Parce que Tariq Amirat, quand il a informé Saïd Bouteflika de l'existence de ce disque dur accablant, il fallait non seulement le faire disparaître et effacer toutes les traces de son existence. Les traces de son existence menaient directement au coffre-fort de la famille du lanceur d'alerte. Tariq Amirat a compris que ce lanceur d'alerte a gardé certainement une copie de ce disque dur dangereux et controversé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc cambrioler chez lui, aller chez lui. Il ne pouvait pas faire de perquisition parce que la justice n'aurait pas suivi. Et comme il fallait informer ni la justice ni aucun autre appareil sécuritaire de l'existence de cette affaire du disque dur, Tariq Amirat aurait donc aurait utilisé ce colonel Rejimi pour aller directement à Sokaras, dans le domicile du ce lanceur d'alerte, pour déverrouiller et casser ou détruire le coffre-fort et perquisitionner illégalement la maison pour récupérer tous les documents ou toutes les pièces à conviction qui sont liées ou qui sont reliées au disque dur. Comme quand ils ont ouvert le disque dur, quand ils ont ouvert le coffre-fort, il y avait ce trésor familial. Selon nos investigations, colonel Rejimi n'aurait pas touché à l'or. C'est pas l'or qui les intéressait. C'est pas du tout l'or. L'or a disparu après le passage du colonel Rejimi de son équipe. Eux, ils sont sortis, ils ont récupéré tous les documents et tous les papiers qui étaient liés au disque dur. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Tariq Amirat avait été arrêté en août 2022 dans le cadre de l'affaire du réseau des officiers comploteurs, quand il y avait une perquisition dans l'un de ses domiciles à Alger, qu'il occupait, ils ont trouvé des papiers imprimés extraits de ce disque dur. Donc, les soupçons, visiblement, on peut légitimement soupçonner ou affirmer que peut-être ces documents, ils ont été volés entre 2013 et 2014 dans le domicile du lanceur d'alerte à Sokaras. Quand le coffre-fort a été déverrouillé, il y avait des voisins qui ont insisté, qui ont vu qu'il y avait une équipe qui rentrait, etc. Il y a une fillette qui s'appelle Ben Yahya Aya.
Hadi Ben Yahya Aya Mskina, à l'époque, elle était, la petite pauvre fillette, était âgée de 10, 11 ans, puisqu'aujourd'hui elle est âgée de 19 ans, 19, 20 ans. Cette Ben Yahya Aya, quand il y a eu le dépôt de plainte en 2022 de la famille victime de ce cambriolage, des victimes, la justice au départ au tribunal de Sokaras, ils se sont concentrés sur cette Ben Yahya Aya. Pourquoi? Parce que cette Ben Yahya Aya, c'est elle, quand, lors de la première enquête, une enquête expéditive, bien sûr ils sont partis voir le voisinage, ils ont découvert que cette Ben Yahya Aya, elle a fait une déposition, elle a témoigné, c'est vrai, elle leur a dit, moi, je suis rentré à l'intérieur de la maison de cette famille de lanceurs d'alerte et j'avais trouvé le coffre-fort ouvert et j'ai récupéré de l'or. J'ai récupéré un sac d'or, un sac de bijoux. Ok, mais elle avait l'âge de 10 ans. Et la justice algérienne, le tribunal de Sokaras, il a essayé de boucler ce dossier, de le bâcler, de le boucler et de mettre fin à l'information judiciaire en essayant d'inculper uniquement Ben Yahya Aya. C'est elle. Pourquoi? Selon la première version, selon le premier procès en première instance, cette Ben Yahya Aya aurait donc volé cet or pour le donner à son copain, à son petit ami, qui l'aurait revendu pour gagner de l'argent. Sauf que Ben Yahya Aya, elle avait 10 ans. Comment une gamine peut avoir un copain? Comment une gamine peut ouvrir un coffre-fort sophistiqué? C'est une version qui est irrationnelle. Elle ne peut pas. Au départ, ils ont pensé que c'était son père. Ensuite, ils ont voulu accuser une autre personne âgée. Quel que soit, ni un gars, ni une gamine, ni un gamin, ni un jeune, une personne âgée ne peut déverrouiller facilement un coffre-fort sophistiqué. Un coffre-fort, il faut du matériel, il faut des équipements, il est blindé. Donc même avec une chignole, c'est très compliqué. Mais il faut peut-être de la dynamite, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il faut vraiment être un cambrioleur expert. Donc, la victime, bien sûr, la famille les victimes, la famille du lanceur d'alerte, qui est le propriétaire de ces bijoux qui ont été volés, n'ont pas été convaincus par l'enquête bâclée de la justice. Voilà, ça n'a aucun sens d'accuser uniquement Ben Yahya Aya. Mais se trouve, Ben Yahya Aya, elle a une sœur qui s'appelle Ben Yahya Nolhouda. Et comment s'appelle leur mère? Leur mère, elle s'appelle Rjimi Fatima. Comme par hasard, la mère de cette Ben Yahya Aya, qui a été la première suspecte dans l'affaire du décès de Sokaras, c'est l'affaire du cambriolage du trésor de Sokaras. On parle de trésor, c'est vrai, elle va me dire, c'est pas 30 millions, 30 millions, 3 milliards d'euros. 300 000 euros dans une wilaya comme Sokaras, et ça reste quand même un butin assez important. C'est pour ça qu'on parle de trésor. Fatima Rejimi, qui est la mère de Ben Yahya Aya, elle est la cousine germaine du colonel Rejimi. L'homme, le colonel qui a pénétré dans la maison du lanceur d'alerte pour déverrouiller le précieux coffre-fort, a donc un lien de parenté avec la maman de la petite fillette qui était suspectée d'avoir volé de l'or. Donc on peut légitimement se douter ou suspecter que le colonel Rejimi aurait informé sa cousine Rejimi Fatima, ou que Rejimi Fatima a été informé d'une perquisition illégale et qu'elle aurait envoyé sa fille pour récupérer cet or. En tout cas, il y a une relation entre colonel Rejimi, sa cousine Rejimi Fatima et ses enfants. Par la suite, Ben Yahya Aya, on ne sait pas. Au départ, il voulait la condamner à une année de prison ferme. Elle n'a pas fait de prison. Ensuite, maintenant, le procès en appel. On ne sait pas ce que la justice veut faire de cette jeune fille qui est âgée de 19 ans. Au moment des faits, elle était de 10 ans. Elle était âgée de 10 ans. Donc, on ne peut pas incriminer un enfant d'avoir volé, d'avoir déverrouillé un coffre-fort. C'est pas possible pénalement. Pénalement, il n'est pas responsable d'un enfant. Et rationnellement, c'est absurde. Un enfant de 10 ans, encore une fois, ne peut pas déverrouiller un coffre-fort. Il se trouve que, en parallèle de cette affaire du trésor volé, la sœur de Ben Yahya Aya, qui s'appelle Ben Yahya Nolhouda, elle travaille pour la banque de la Badr, une agence bancaire de la Badr à Sokaras. Il y a de cela 2-3 ans, elle avait elle-même accordé un crédit bancaire de 1,6 milliard à qui? À son mari. À son mari, qui est un investisseur, qui est propriétaire d'une agence immobilière, qui est un certain Fdawi. C'est son mari. Donc nous avons un cadre d'une banque qui donne un crédit bancaire à son mari.
Et en échange de ce crédit bancaire, normalement, il devait avoir une hypothèque. Une hypothèque en quoi? En or. Comme par hasard, la sœur de Hadi Aya Ben Yahya est la fille de Rijimi Fatima, cousine du colonel Rijimi. Donc, elle devait donner un crédit bancaire conséquent à son propre mari. Et la contrepartie de ce crédit bancaire, c'est une hypothèque en or. Des bijoux devaient être déposés. Sauf qu'une enquête interne au niveau de la Badr a démontré qu'il n'y a jamais eu d'or qui a été déposé, aucun or n'a été hypothéqué, et que le crédit bancaire avait été donné, accordé avec des facilités extraordinaires, et donc il y a conflit d'intérêts, parce que c'est une banquière qui donne à son propre mari un crédit bancaire, donc un scandale de trafic, d'influence et de détournement d'argent. Et c'est là où certains services de sécurité, quand ils ont commencé à enquêter, ils ont mis en relation la Nolhouda Ben Yahya avec sa sœur Ben Yahya Aya et avec la famille Rijimi, et potentiellement l'or qui devait être déposé à la banque aurait pu être celui qui a été volé. Je l'ai dit au départ, une partie de cet or a été retrouvée. Elle a été retrouvée chez une juge qui s'appelle Sbeit Samia. Et une autre partie des bijoux ont été aussi retrouvés par la victime, par leur propriétaire, par la victime, la famille victime de ce cambriolage, chez la présidente de la chambre du tribunal, d'une chambre du tribunal, d'une chambre du tribunal de Sokaraz, un certain Hamoud Boubker. On sait que des juges les ont rachetés. Donc l'or, certainement c'était Rijimi Fatima qui l'a volé, puisqu'il y avait son cousin qui a déverrouillé le coffre-fort, il l'a informé, voilà, qu'il y avait de l'or, etc., qu'elle peut passer se servir après lui. Elle s'en était servie, elle a revendu une partie à une juge, Sbeit Samia. Donc comme c'est une juge qui est impliquée dans une affaire de recel de vol, etc., c'est quand même un crime, parce qu'on n'a pas le droit quand même, on n'a pas le droit, je rappelle, d'acheter des objets qui ont été volés, d'autant plus le recel du vol, c'est puni par toutes les juridictions. Je ne sais pas comment on appelle ça en Algérie, mais on appelle ça, dans la loi française, par exemple, on parle de recel de vol. Il y a la même chose. C'est le délit de cacher ou de garder une chose volée par quelqu'un d'autre ou de profiter de quelque chose qui a été volé par quelqu'un d'autre. Recel de vol. Donc, cette juge ou les juges qui ont acheté cet or sont impliqués, mais comme ils sont impliqués au tribunal de Sokaras, on a envie de les protéger, parce qu'entre le juge véreux, on est solidaire, et si ces juges tombent, ça la fout mal au niveau de la corporation des juges, ça va énormément porter atteinte à leur intégrité, à leur image, et ça va salir leur réputation, et ça risque d'enclencher une enquête interne de la part de l'inspection générale du ministère de la Justice, qui pourrait donc découvrir aussi d'autres pratiques scandaleuses au sein de la corporation des juges de Sokaras. Donc, une partie de l'or a été revendue, une autre partie a été gardée et qui devait potentiellement être utilisée pour une hypothèque pour un crédit bancaire. Tout cela, maintenant, on le sait. On connaît maintenant quel colonel Rijimi. On sait que sa cousine, Fatima Rijimi, elle est certainement impliquée. Elle a des deux filles. Tous ces éléments, nous les avons nous-mêmes identifiés. Ou le juge Maghnouz Abdel Wahab, qu'est-ce qu'il attend pour convoquer Nourdin, par exemple, Ben Yahya Nolhouda? Pourquoi il n'a pas auditionné une nouvelle fois Rijimi Fatima? Pourquoi il n'a pas essayé de retrouver les traces du colonel Rijimi pour l'auditionner, lui réclamer des comptes? Et s'il ne peut pas l'auditionner, il pourrait transmettre le dossier à la justice militaire. Mais selon mes informations, quand un militaire est impliqué dans une affaire de cambriolage civil, il se peut qu'on peut l'auditionner ou on peut l'inculper. Donc, tous ces éléments ont démontré que l'or a été volé au moment où on a voulu faire disparaître les traces du disque dur. Pourquoi? Parce que ce disque dur est certainement, selon nos investigations, entre les mains de Saïd Bouteflika. Tariq Amirat l'a donné à Saïd Bouteflika. Et pourquoi on ne veut pas emmerder Saïd Bouteflika pour lui demander où est que ce disque dur et qu'est-ce qu'il y avait dans ce disque dur? Parce que si Saïd Bouteflika commence à dire ce qu'il y avait dans ce disque dur, certainement des dirigeants importants encore du régime Tebboune qui sont au pouvoir vont vaciller et ils vont trembler. C'est pour ça qu'au niveau du tribunal militaire de Blida, cette affaire du disque dur, elle a été enterrée et elle a été placée dans un tiroir poussiéreux. On ne veut pas en parler. Saïd Bouteflika est en prison. Al-Bayed, dans une prison, il n'est plus aussi puissant, il est désarmé, mais on ne veut pas ni l'auditionner, ni le convoquer, ni le juger avec Tariq Amirat dans cette affaire de disque dur. Ou quand même, l'État algérien a été victime
d'une grave pratique, le préjudice est énorme pour l'État, il a été victime du vol. Ce disque dur devait être une pièce à conviction que devaient garder les services secrets algériens pour les besoins d'une enquête sérieuse pour la protection de la sécurité nationale. Donc il y a eu violation de la sécurité nationale, il y a eu instrumentalisation politique des institutions de l'État, il y a eu trafic d'influence, il y a eu par la suite cambriolage, le cambriolage a abouti à un deuxième cambriolage, puisque vol de l'or et vol de bijoux précieux. Si on avait des juges indépendants et sérieux et honnêtes, ils auraient pu faire leur enquête comme nous sommes en train de la faire. J'appelle Régimi Fatima, j'appelle ses filles, j'identifie le colonel Régimi, je l'appelle, je juge et je fais une enquête sérieuse. Mais malheureusement, ni Marnous Abdelouab, ni aucun juge à Soqaras, ni ailleurs, dans toutes les autres wilayas du pays, cette affaire, si elle avait eu lieu à Tlemcen, ou si elle avait eu lieu à Tamanrasset, ou si elle avait eu lieu à Annaba, ou là à Abdjaï ou à Tizi Ouzou, les comportements du juge auraient été le même. Complicité, complaisance, fermer les yeux et protéger les voleurs et les corrompus, et surtout ne pas toucher à des intérêts puissants. Les juges, malheureusement dans notre pays, ils sont surtout puissants et habiles à condamner les plus ordinaires, les simples mortels, les citoyens impus, les citoyens innocents ou les citoyens faibles. Mais pour toucher et enquêter sur les forts, c'est pas possible. Ça, la justice algérienne, elle ne peut pas le faire. Elle n'a pas le courage, ni la lucidité, ni encore moins la compétence de le faire. Algérie poursuit ses investigations et on reviendra sur cette affaire de disque dur avec de nouvelles révélations dans un futur proche ou dans les jours à venir.